Colloque, ARIP, Cerisy, Bébé Sapiens. Colloque Bébé Sapiens, Centre culturel international de Cerisy. Je parle en tant que gynéco-obstétricien, je ne vais pas parler au nom des autres, même si éventuellement ça peut m'arriver, qui est la dure histoire des gynéco-obstétriciens ou des accoucheurs, on va dire pour être plus simple et aller plus vite, dans leur rapport avec le bébé. Donc, un rappel historique que je vais essayer de faire très rapidement. Pour moi, l'intervention des médecins, l'appel aux médecins a pour but, effectivement, bien sûr de s'opposer à la mortalité, tant néonatale que maternelle, c'est clair. Mais incontestablement, la pilule semble donner ce qu'elle appelle la clé de la domination masculine, cette forteresse inattaquable jusque-là, qui fait que les femmes deviennent maîtres de leur destin. Pourquoi ? Parce qu'elles considèrent que là, c'est la transmission de la vie qui constitue la nécessité pour les hommes de contrôler les naissances et les femmes. Les médecins ont lutté contre les sages-femmes de façon particulièrement injurieuse. Ce qui, pour moi, est quand même une marque très forte du fait qu'ils s'inscrivent dans une conception de l'édification de la nation et des rapports des hommes et des femmes, qui est celle de la domination. Donc, les sages-femmes vont voir très simplement apparaître les accoucheurs. À la fin du XIXe siècle, pour la France, c'est un peu différent dans les différents pays occidentaux, mais laissons cela, où ce sont les obstétriciens qui dirigent à ce moment-là les soins obstétricaux, qui définissent les conditions de la naissance sur le plan professionnel. Et donc les sages-femmes sont mises sous tutelle. C'est très clair. La France est le pays où les sages-femmes vont le plus et le mieux se défendre. Le basculement dans la recherche systématique de pathologies fétales. Donc on connaît... Alors c'est rééquilibré par les psychistes, on va dire, pour aller vite quand même. L'émergence du bébé intra-utérus comme personne. Et ça, c'est quand même très fort. Le graine, l'aptonomie, ça a été cité. L'aptonomie, pour moi, c'est très fort. Ça vient des wagons plombés qui emmenaient Vellman vers les camps de concentration. Vellman découvre que l'appui sur l'autre, la promiscuité horrible des wagons, ça peut se transformer en son inverse. Autrement dit, toucher l'autre, c'est pas nécessairement quelque chose de détestable. C'est au contraire quelque chose qui peut aider à vivre, qui peut même donner le goût de la vie. Voilà, c'est prodigieux. Accompagner et prendre soin, ça commence dès l'anténatal, même pour les pédiatres. Et ce que je vous dis là sur les statistiques, c'est vrai pour les séquelles du prématuré, mais c'est vrai aussi pour le taux de survie des enfants avec certaines malformations. Moi, je ne donne jamais de statistiques parce que je considère, comme je dis aux parents, que leur enfant n'est pas une statistique. Une statistique, à mon avis, n'est pas applicable individuellement. Ça oriente notre discours, ça avertit des risques. Dans ces situations, comment soutenir la parentalité tout en assurant un niveau de technicité optimal, puisque vous avez bien compris qu'il va falloir être technique. Au terme de ces consultations qui sont parfois difficiles, on parle de pronostic vital, etc., moi je reviens toujours sur l'humanisation du bébé à venir, de parler de la famille, de parler de la place de cet enfant dans la fratrie, etc., donc assurer cette continuité humaine et familiale. Est-ce que l'errance mondiale est un nouveau fait clinique ? Je vous pose la question. Trouver légitimité à partir du corps malade, évidemment une des questions qui va traverser cette clinique, et trouver légitimité à partir d'un corps enceint. On vous parlera de la réalité, de la réalité de ces patients, c'est-à-dire pas de droit, c'est-à-dire en errance, le 115, dormir parfois à la rue avec le bébé, dans les garages et tout ce qui s'ensuit. Tout ça va créer un climat d'insécurité qui n'est pas que matériel, peu propice à rêver le bébé. Car ce quotidien réduit à la survie peut amputer le sujet en le privant à plus ou moins long terme d'une toute une phase fantasmatique et de ressenti, les sans papier, exclus de la citoyenneté dans une errance et une attente sans fin. Une attente que Beckett avait si bien décrit d'un autre qui viendrait offrir une réaffiliation à la communauté humaine et ouvrir un possible. Les services d'aide à domicile pour les familles ont deux axes principaux. Un premier axe qui est toute la protection de l'enfance, donc tout ce qui va être préventif, accompagnement,
des familles. Les parents ont eux-mêmes les capacités à modifier leur situation et à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Ainsi, l'intervention sociale et familiale consiste à agir sur les conditions qui vont permettre aux parents de mettre en œuvre leurs propres capacités. La période périnatale était une période propice à la mobilisation psychique des parents sur les compétences et des parents et des enfants. Donc c'était un moment privilégié, notamment en matière de prévention des maltraitances à l'égard des enfants, qui invite à un dialogue interdisciplinaire, interinstitutionnel. Toute personne, bien sûr, qui est au minimum formée et qui va se présenter dans un souci de pouvoir être dans une compréhension, dans une empathie et dans une disponibilité surtout, va faire l'objet d'un transfert de la part de la mère. On appelle ça la transparence psychique, terme développé par Monique Bidlowski et d'autres. Et de dire que voilà, c'est une période unique, on peut dire, qui en général débute un peu au milieu de la grossesse jusqu'à la fin de la première année de la vie de l'enfant, pour se réopacifier. Et je me dis que ce que tu proposes là, c'est vraiment la possibilité qu'une femme, bon là il s'agit de femmes TISF, puisse être suffisamment disponible pour accepter d'être l'objet du transfert d'une femme sur elle, sans forcément l'interprétation, mais qu'à ce moment-là, ça va mobiliser, comme tu disais bien, ses capacités à pouvoir être aidée.